Merci beaucoup Jean-Luc. Bonjour à tous d'abord. Donc moi c'est Lucie Roland et je travaille donc à l'Observatoire de la Côte d'Azur, au laboratoire GeoAzur. Et je travaille sur les couplages entre les planètes solides et les atmosphères, donc à l'origine vraiment sur Terre. Et donc je participe à cette mission un peu de l'intérieur, donc en tant que membre de l'équipe scientifique et plus particulièrement des groupes Atmosphère et Impact. Alors, je me rappelle que pendant 3 longs mois, en fait, au début de la mission, on considérait qu'InSight était plutôt une mission de météo, une excellente mission d'investigation de l'atmosphère martienne. On attendait en fait le premier signal sismique. Donc, il s'est révélé que l'atmosphère, en fait, cachait pendant une partie de la journée, au final, donc ces signaux sismiques. Et pendant de longues années, on a ensuite attendu donc, les impacts. On pensait donc que les impacts allaient être quelque part les sources les plus certaines qu'on allait observer. Donc, je vais vous en parler aujourd'hui. Et je vais commencer par vous parler du son et aussi d'une mission que vous connaissez et qui a atterri l'année dernière sur Mars, donc la mission Persévérance. Je ne pouvais pas passer à côté de l'expérience de propagation du son et la première mesure de la vitesse du son sur Mars par cette mission sœur finalement d'InSight. Je vais parler aussi, alors pendant longtemps on a cherché des sons venant de l'atmosphère reliés aux météores. Et comme on n'avait pas de météores à observer à l'époque, on s'est intéressé aux entrées de missions spatiales. Parce que justement, on en a eu 2 l'année dernière qui sont arrivées. Ou il y a 2 ans déjà peut-être. Oui. Donc ensuite, on est resté à l'écoute des sons des météores. Donc je vais vous en parler un petit peu. Et enfin, on va revenir sur Terre et je vais vous parler aussi des sons émis par les éruptions volcaniques et plus particulièrement récemment donc l'éruption du Tonga. Donc parce qu'on revient toujours sur Terre et c'est sur Terre justement que donc on a depuis très longtemps eu cette notion que le son se propage. Et ça c'est tout simplement en regardant la différence entre donc vous avez tous expérimenté lors d'un orage. Donc vous voyez donc un éclair et puis vous attendez un certain temps, quelques secondes, vous comptez et vous entendez donc le tonnerre et à partir de ça vous pouvez en déduire donc une approximation de la vitesse du son. Donc c'est quelque chose d'assez facile à faire. Donc les scientifiques au XVIIe siècle avaient remarqué et donc avaient pu mesurer. Donc c'est Mersenne, donc un moine au XVIIe siècle. Qui a fait cette première mesure quantitative de la vitesse du son. Donc la première compréhension analytique et physique ça a été faite par Newton, et donc il a fait le lien entre l'élasticité, en fait la compressibilité, l'élasticité du gaz et finalement la vitesse du son. Et assez rapidement, on a fait le lien avec la température. Donc la vitesse du son dépend de la température. Donc si vous bon, en général, quand vous avez un orage, il fait chaud. Donc, si vous avez un orage par forte chaleur ou un orage par un temps plus froid, on va dire au pôle Nord par exemple, vous allez observer une vitesse du son, calculer une vitesse du son différente. Donc, cette vitesse du son, elle varie en racine carrée de la température. Et donc, c'est de telle façon qu'il est assez simple de se représenter alors au sol. Que bon, la vitesse est à peu près de 340 mètres par seconde pour 20 degrés Celsius. Ici au niveau de l'équateur, et on peut voir aussi ici en pointillé au pôle Nord que la vitesse du son va être finalement plus petite. Donc on peut même extrapoler ceci avec au-dessus de la surface de la Terre, donc en altitude jusqu'à dans l'atmosphère. Donc vous voyez ici, sur Terre, au final, on a la vitesse la plus élevée. Oui, c'est vrai que Vénus, il fait plus chaud, donc la vitesse est supposée. En effet, donc ça n'a jamais été mesuré, la vitesse du son sur Vénus, mais on suppose qu'elle est très rapide du fait de la température importante. Sur Mars, vous savez qu'il fait plus froid. Sur Mars, Mars est riche aussi en dioxyde de carbone, mais
fondamentalement, il fait plus froid, donc la vitesse du son est plus lente. Et cette vitesse du son va varier de façon assez importante pendant le jour et la nuit, et aussi en fonction de l'endroit où vous vous trouvez sur Mars. Donc, Persévérance se trouve pas très loin de l'équateur. Donc j'ai appris pendant la mission que c'était beaucoup plus facile d'aller atterrir près de l'équateur. Donc pour la plupart des missions martiennes, en fait, finalement, la vitesse du son, est à peu près celle qui a été montrée sur les graphes précédents à l'équateur. Donc vers 240-250 mètres par seconde. Donc ça, c'était une supposition. Donc Persévérance est équipée, donc c'est une mission qui ressemble beaucoup à Curiosity, donc c'est Super Curiosity, et qui a pour but d'analyser les roches, la composition des roches sur Mars notamment, avec notamment un laser. Et donc, à la fois des collègues de Toulouse et Los Alamos, le laboratoire de Los Alamos, ont eu l'idée d'embarquer un micro, donc un micro assez standard, adapté bien sûr pour le voyage vers Mars, pour tout simplement écouter les sons émis par le laser. Donc, au lieu d'attendre qu'il y ait un orage, on ne sait où sur Mars, on a activement créé des sons. Donc vous voyez ici, alors hop, je reviens, oui, je suis allée un peu rapidement, mais on crée des sons en tirant sur un rocher dont on connaît, dont on peut mesurer précisément la distance grâce à la caméra. Et alors ce que l'on a pu mesurer aussi, ce sont les mouvements du rotor de l'hélicoptère. Vous avez entendu parler d'Ingenuity, qui est ici. Et donc ces mouvements du rotor sont en fréquence d'environ 100 Hz ici. Et donc on a pu mesurer de deux façons la vitesse du son, et dans différentes fréquences. Donc ici vous voyez à haute fréquence, donc c'est des fréquences audibles à l'oreille humaine, et à différentes distances de tir, on a pu mesurer finalement, vous voyez ici le spectre de ce signal acoustique. Et que vous pouvez voir que plus on tire loin, moins le son et l'énergie acoustique est importante. Donc vous voyez ici à gauche la mesure qui a été faite à partir des sons émis par Ingenuity, donc 240 mètres par seconde, à basse fréquence, relativement basse fréquence. Et ce que l'on a vu, c'est qu'à plus haute fréquence, au final, avec des températures assez similaires, on se retrouve avec une vitesse du son de 250 mètres par seconde. Donc ça, c'est les toutes premières mesures qui ont été faites et qui ont pu vérifier finalement la théorie avec donc une espèce de dichotomie vers 240 Hz. Donc ceci est dû donc finalement aux propriétés de la molécule de CO2 qui va vibrer plus fortement à plus haute fréquence, et donc le son va se propager plus rapidement. Alors, vous voyez, on se retrouve dans des fréquences audibles, donc les fréquences audibles sont au-dessus de 20 Hz, donc j'y reviendrai un peu plus tard. Alors, juste pour comparer, donc ici vous avez Persévérance, donc le micro, donc les fréquences qui sont balayées par Persévérance, c'est les fréquences audibles au-dessus de 20 Hz jusqu'à 20 000 Hz. Donc c'est pour ça que c'est un micro qui a été embarqué. Le micro a aussi pu observer le bruit du vent. Donc vous avez peut-être sur Internet, vous pouvez écouter le bruit du vent dans les fréquences audibles. Mais avant ça, InSight avait aussi mesuré les sons martiens dans des fréquences inaudibles. Donc InSight finalement est équipé aussi d'un capteur d'infrasons inférieur donc à 20 Hz. Et donc on avait pu aussi observer le bruit du vent et différentes choses. Donc on verra plus tard que le meilleur capteur d'infrasons, c'est pas finalement le senseur de détecteur de pression sur Mars, c'est finalement le sismomètre CEIS. Donc on peut aller observer ce qu'on appelle donc les infrasons. Donc juste très rapidement. Donc les sons ont différentes couleurs, on peut dire. Donc les sons très aigus
donc les ultrasons, les sons audibles entre 20 Hz et 20 kHz, qui correspondent finalement à peu près aux longueurs d'onde de la taille de l'oreille humaine, hein, si vous regardez les longueurs d'onde. Et aux longueurs d'onde plus grandes, donc inaudibles, on se retrouve dans le domaine des infrasons. Et ces infrasons-là vont avoir pour propriété de pouvoir se propager à grande distance. Et c'est pour ça que c'est dans ce domaine-là que l'on travaille pour écouter les phénomènes naturels tels que les arrivées de météores, les éruptions volcaniques, et puis aussi peut-être les séismes un peu plus superficiels qui émettent aussi des sons. Donc, pour poursuivre, donc, vous avez vu, hein, Persévérance, grande première, hein, avec on a vérifié que la théorie, hein, donc on a une théorie qui est consolidée maintenant, donc la physique de la propagation sur Mars est mieux connue grâce à ça. Donc je vous ai dit que donc on cherchait donc des météores. Donc les météores vont, comme les missions spatiales, lorsqu'elles arrivent sur Mars ou sur Terre, arrivent à une vitesse très importante de plusieurs kilomètres par seconde, qui va dépasser de loin donc la vitesse du son, que ce soit sur Terre ou sur Mars. Donc ils vont émettre, donc ça vous l'avez expérimenté aussi, au passage d'un avion de chasse, d'un avion supersonique, ils vont émettre un bang supersonique. Et c'est ce bang supersonique que l'on cherche à repérer dans les données InSight. Donc au milieu donc, du bruit météo, des Marsquakes, qui sont très nombreux. Et donc, alors, on a cherché donc à modéliser ces sons à différents moyens, hein, de les détecter. Donc, vous voyez, donc, on avait l'expérience de Mars 2020, on savait que Mars 2020 allait arriver bientôt, et on a préparé une expérience d'observation avec InSight de l'arrivée de Mars 2020. Donc je me rappelle je vous en avais parlé il y a 2 ans de ça, en mars 2020. Et donc, le Mars 2020 qui arrive émet une onde de choc, ainsi que des infrasons, et puis aussi des ondes sismiques. Alors, InSight était à 3600 km. Donc ça, c'est ce qu'on avait préparé. Et puis juste pour vous dire, pour mentionner, on avait mis en évidence d'ailleurs pendant la durée de la mission InSight, donc ça c'est un mystère finalement, l'arrivée donc d'un impact. Donc un impact, vous voyez, à 38 km d'InSight. Donc on a cherché donc dans les données InSight si on pouvait trouver un signal à la fois sismique et acoustique relié à ce météore. Donc on ne l'a pas trouvé. Donc, ce que l'on suppose, c'est que l'impact a eu lieu pendant le jour, au moment où finalement le bruit ne permet pas de détecter le signal. Donc on a continué à chercher et on a préparé donc cette expérience de Mars 2020. Donc il y avait Mars 2020 et puis il y avait aussi à l'époque ExoMars et puis Tianwen, donc la mission chinoise. Donc c'était une année assez riche. Alors entre-temps, alors oui, on savait où Mars 2020 allait atterrir. Alors, donc on a préparé l'expérience sans problème. On a préparé une expérience similaire pour Tianwen. Alors ça a été un petit peu un jeu un peu plus compliqué parce qu'à l'époque, jusqu'à une semaine avant l'atterrissage de Tianwen, on n'avait pas précisément l'endroit où allait atterrir la sonde. Alors certains collègues ont, à partir des positions des satellites de relais télécom, pu contraindre de façon assez approximative où Tianwen allait atterrir. Une semaine avant l'atterrissage, il y a eu confirmation de la part, de façon un peu officieuse, de la part de la CNSA du lieu d'atterrissage. Donc, de façon intéressante, Tianwen était plus proche. Mais au final, si on compare avec ce qu'on a sur Terre et les détections qui ont été faites, on est quand même, il faut savoir qu'on a 3500 ou 1500 km, c'est extrêmement loin. Donc, quel genre de signal, en fait, on cherche? On cherchait dans les données InSight. C'est, alors, toujours,
on fait toujours une analogie avec la Terre, où on a donc des observations de banques supersoniques d'entrée ici, dans ce cas-là, du shuttle, enfin de la navette Atlantis, à la fois par des sondes d'infrasons et par des sismomètres. Et puis vous voyez, donc, vous pouvez voir la signature, hein, qui a une forme en N. Donc vous voyez donc, une réponse sismique. Donc ici, et en pression, on voit donc un pulse important qui se traduit aussi par un pulse hein, à la fois en déplacement dans les données sismologiques. Donc bon, il y a un effet des vents important. Sur Terre, jusqu'ici, ce genre de signal n'a été vu qu'à jusqu'à 500 km de distance. Mais quoi qu'il en soit, on a cherché ce type ce signal dans les données, Mars 2020. Et alors, ce qu'on a vu, alors vous voyez, donc on avait donc le sismomètre hein, qui fonctionnait, ainsi que le APSS, avec à la fois le capteur de vent, les capteurs de pression, qui sont là donc pour monitorer et suivre l'environnement de Mars et vérifier que finalement les signaux que l'on voit avec le sismomètre ne sont pas d'origine atmosphérique. Mais là, à contrario, on cherchait donc ce signal atmosphérique. Donc l'arrivée de Mars 2020 était le soir, hein, sur Mars, non, sur Terre, donc en UTC, au niveau de l'Europe, on était le soir. Et donc ce que l'on a vu, c'est que on a regardé tout de suite hein, dans la fenêtre d'observation attendue pour les ondes acoustiques, sachant que les ondes acoustiques vont à peu près à 240 mètres par seconde, donc on savait au niveau d'InSight que si on cherche un banc supersonique ou un signal acoustique, on devait chercher environ 4 à 5 heures plus tard. Alors, de façon assez surprenante, donc on a observé un bruit, enfin pour nous c'est un bruit hein, finalement, c'est un Marswake. Donc après ça pose des questions, hein, rétrospectivement, est-ce que ce signal ne pourrait pas être finalement le... Bon, ça, probablement, on se trouve bien trop loin pour avoir ce signal acoustique. Mais des recherches continuent à avoir lieu sur l'origine de ces signaux haute fréquence dans les données sismologiques. Donc ça, c'est un argument, et puis si je reviens un petit peu en arrière, un autre argument, c'est que finalement, Mars est un milieu très atténuant pour les sons, particulièrement les sons haute fréquence, et ça a été confirmé justement par la mission par Persévérance, et donc son expérience active acoustique. Alors, donc je voulais quand même vous parler de Mars 2020. Et maintenant, donc on a continué donc à chercher jusqu'à fin de l'année dernière. En fait, on cherchait des signaux, surveillait les signaux d'impact, dont je vous ai montré la signature en forme impulsive, etc. Et ce que l'on a pu voir, hein, alors c'est ce que Philippe vous a déjà présenté, mais c'est un signal très remarquable. Donc il y a une équipe de surveillance finalement qui travaille en continu sur l'analyse des données et qui catalogue les Marswake. Donc là, les séismes martiens, un séisme martien a été identifié et juste après ce séisme, donc vous voyez ici les ondes P, les ondes S, ce qui a été observé, c'est ces signaux un peu particuliers avec donc je vous les représente ici en vitesse et aussi en déplacement. Donc avec ici une arrivée impulsive, donc un pulse. Donc on va faire un zoom un petit peu plus tard. Ici une autre arrivée, un autre paquet d'ondes et un paquet d'ondes de forte énergie. Et donc si on voit si on regarde bien, on voit que les longues périodes arrivent avant les courtes périodes. Donc Philippe en parlait tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle la dispersion des ondes. Donc la dispersion, Philippe en parlait surtout pour les ondes de surface à l'intérieur de la Terre, c'est-à-dire que les ondes de surface de plus grande longueur d'onde, de plus grande période, vont aller plus vite, parce qu'elles vont sonder plus profondément dans la planète solide.
Alors ça va être la même chose pour les ondes acoustiques. Elles vont, lorsqu'elles ont une longueur d'onde plus grande, elles vont sonder plus haut dans l'atmosphère. Et plus haut dans l'atmosphère martienne, à un certain moment, finalement, on a la vitesse qui augmente. Et donc, vu que la vitesse augmente, les ondes de plus grande longueur d'onde vont arriver plus tôt. Donc ce profil-ci, je vous le montre, c'est un profil qui n'apparaît pas de façon constante dans l'atmosphère martienne, il apparaît lorsque vous avez un vent qui souffle dans une direction particulière. Donc il faut que votre impact, votre source acoustique soit positionnée sous le vent, et donc que le vent souffle finalement dans la direction d'Insight. Et donc ça arrive, ce genre de profil-là arrive en début de nuit. Donc le début de nuit est très favorable, donc à la fois pour les signaux sismologiques, les Marswake, vous avez peut-être entendu parler de ça. Donc c'est particulièrement calme, et aussi on a une couche de température, avec un guide d'onde atmosphérique où, les ondes vont se retrouver piégées. Donc on a des multiples rebonds, et donc vous voyez ici en rouge cette propagation dans cette zone où se retrouvent les ondes piégées. Et donc les ondes vont pouvoir se propager sur des grandes distances. Et donc cette signature un petit peu dispersive a mis la puce à l'oreille des collègues de Toulouse, de Paris, et collègues français. On peut dire que c'est les Français qui ont vu ça. Sur la présence potentielle d'un impact, c'est-à-dire une source basse altitude en surface qui générait ces ondes un peu particulières. Donc ces ondes ont permis, dont on connaît la vitesse, ont permis de localiser précisément l'origine de l'impact, donc à 87 km environ. Donc il ne faut pas tweeter cette image, hein, je mets le même message que Philippe tout à l'heure. La polarisation de l'onde, les phases de l'onde ont permis d'avoir aussi la direction de l'impact. Donc à cette époque, c'était une hypothèse que c'était un impact. Donc une recherche intense dans l'imagerie a été lancée. Et je crois que c'était 2 mois plus tard. Donc une image a été faite d'un cluster d'impact, d'un groupement d'impact, à 2 km de la prédiction. Donc ceci a été réalisé ensuite, donc en fait, dès lors qu'il y a eu ce succès, le catalogue de Marswake a été révisé, revu, les signaux regardés à nouveau, et 4 autres impacts ont pu être repérés. Donc, juste pour vous montrer donc une partie du signal, alors ça, je vous le montre parce que je travaille plus particulièrement dessus, c'est se poser la question de savoir ce qu'est le premier signal, le premier pulse, et vous voyez que ça ressemble beaucoup finalement à un bang supersonique, par exemple ici la mission Stardust. Donc vous voyez ici sur c'est en déplacement, donc un sismomètre intégré en déplacement qui montre ici un pulse négatif et qui ressemble beaucoup ici à ce déplacement. Donc c'est toujours en cours d'investigation pour prouver. Donc ça va être assez difficile de prouver s'il s'agit d'un cône supersonique ou d'une explosion. Même sur Terre, en fait, c'est assez difficile de faire la différence. Donc on va revenir sur Terre. Il est temps de revenir sur Terre, puisqu'il reste 5 minutes. Alors oui, ça a été assez riche, hein, l'activité martienne récemment. L'activité terrestre a été assez riche aussi. Vous avez certainement entendu parler de cette éruption volcanique qui a eu lieu donc, le 15 janvier 2022. Vous avez vu des images extraordinaires dans les images qui ont tourné sur toutes les télévisions du monde entier. Et donc c'est une explosion qui a eu lieu donc, dans l'archipel des Tonga, qui a créé donc un panache de fumée de plus de 55 km de hauteur, avec donc ici on va dire le film à partir de satellites météo
de l'onde de choc émise et l'onde acoustique émise par le volcan. Donc on a pu aussi voir de façon intéressante des perturbations de l'océan poussées par finalement cette onde. Donc ce que l'on a fait, c'est regarder finalement la perturbation de l'eau. Donc la perturbation de l'eau, vous avez ici en fait un petit film qui a été fait juste pour montrer finalement différents types de mesures qui ont été faites dans l'environnement proche de l'explosion volcanique, avec ici au niveau de l'eau à la fois une onde qui est due finalement à l'effet de cette onde de choc qu'on a vue et qu'on appelle une RC wave en anglais, et ensuite un tsunami. Et ceci a été observé dans les ondes barométriques, donc on va le voir un peu plus tard, et ainsi que dans l'ionosphère. Donc l'ionosphère, c'est une couche qui est dans la haute atmosphère et qui finalement est un milieu matériel qui est aussi impacté par l'ensemble de ces ondes qui se propagent. Donc ces ondes générées par cette éruption exceptionnelle ont été observées pendant plusieurs jours par différents types de capteurs, dont des capteurs barométriques, des capteurs à infrasons. Donc les capteurs à infrasons sont des capteurs qui observent à plus haute fréquence que les capteurs barométriques. Et enfin, on a pu voir finalement une onde, c'est une espèce d'onde de surface qu'on appelle une onde de Lamb, une onde à la fois acoustique et qui est aussi sensible finalement aux perturbations de gravité, et qui a été observée pendant une semaine par ces capteurs, ainsi que par des sismomètres. Donc partout, donc ça a été observé donc par les satellites, et aussi notamment ici en Alaska, donc on y reviendra plus tard. Et je voulais juste mentionner, donc cette onde, on peut la dessiner assez facilement, sa propagation, à la surface du globe. Et vous voyez au niveau de la France, son arrivée vers 20 h. Donc on l'a observé grâce au capteur de... Ça a été très rapidement. Donc l'équipe éducative de GeoAzur a été très réactive pour aller relever donc, les perturbations barométriques. Donc ça, c'est sur le site, je mets l'adresse ici. Et vous pouvez voir ce pulse important en pression qui arrive sur les différents capteurs qui se trouvent dans le sud de la France. Ce qu'on a observé aussi, c'est les perturbations de l'ionosphère. Donc vous voyez l'onde, vous allez voir une onde qui finalement veut dire qu'on a l'ionosphère qui se densifie localement et puis donc se compresse et se décompresse au passage de cette onde. Donc vous voyez cette alternance de rouge et de bleu avec une propagation vers le sud, parce que l'antipode du volcan des Tonga, c'est à peu près en Afrique. Donc la première onde de ce volcan est venue du nord. Donc si vous cherchez à les retrouver dans les capteurs. Donc ça a été observé aussi par des capteurs bas coût, je voulais juste en parler parce que c'est aussi possible de faire ce genre d'observation avec des capteurs beaucoup moins chers que les capteurs scientifiques. Et donc je vais revenir juste pour l'Alaska, et donc finir là-dessus, c'est que ce volcan a été bien sûr entendu proche par les habitants proches, les habitants des Tonga, mais il a été de façon remarquable aussi entendu à l'oreille. Donc un grondement sourd a été entendu au niveau de l'Alaska, ici. Donc vous pouvez voir ici la mesure qui a été faite, montrant que vous aviez de l'énergie acoustique jusqu'à 10 000 km de distance dans les fréquences audibles pour ce volcan. Et donc ça, c'est juste pour boucler sur les sons des volcans sur Terre. Donc je vais m'arrêter là, puisque le temps est échu. Et